Alors, les industriels et le maintien en condition opérationnelle des armées, nous avons 3/4 d'heure. Vers une montée en puissance commune, c'est la question. Le retour de la guerre sur le continent européen doit-il changer les carnets de commandes pour nos propres forces armées? On va s'y intéresser avec l'ingénieur général hors classe Monique Legrand-Laroche, qui est à mes côtés. Bonsoir madame, directrice de la direction de la maintenance aéronautique. Le contre-amiral Lionel Bourru, adjoint au directeur du service de soutien de la flotte. Le général de corps d'armée Christian Jousselin de Noret, qui est directeur de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres. Et puis l'ingénieur général, Emmanuel Vieillard, qui est en ligne, et Walter Arnaud, qui est ingénieur en chef, sous-directeur au sein du service des affaires industrielles et de l'intelligence économique de la direction générale pour l'armement. Alors peut-être, madame, voulez-vous peut-être commencer à intervenir sur ce sujet? Alors oui, merci. Je voudrais commencer par dire que le MCO, en tout cas dans le domaine aéronautique, mais je pense que mes camarades diront la même chose, ne peut pas se passer des industriels. Donc nous avons un besoin impérativement de travailler avec nos partenaires industriels, que ce soit d'ailleurs dans la période normale, et encore plus bien évidemment dans un cadre de haute intensité ou de crise. Je crois que c'est le premier point indispensable à souligner. On a besoin d'avoir des industriels, on a besoin d'avoir des industriels performants dans le MCO. Je voudrais faire une... Le MCO, c'est... Maintien en condition opérationnelle, excusez-moi. Et je pense que c'est important de le dire parce que nos ingénieurs ont probablement tendance un peu naturellement à ne pas beaucoup s'intéresser au maintien en condition opérationnelle. C'est plus amusant de faire du développement, peut-être de faire de la production, mais les gens ne vont pas assez dans ce domaine-là. Et pourtant, c'est un domaine qui est extrêmement gratifiant parce que vous avez un retour très rapide sur les actions que vous menez. Quand vous faites une action, vous voyez très vite, je dirais presque au jour le jour, le résultat de ce que vous avez mené. Concrètement, ça veut dire quoi, par exemple? Quel type de matériel? Vous pouvez prendre un exemple, peut-être sur... Eh bien, concrètement, vous pouvez avoir un avion qui est en panne. On va avoir un besoin d'un avis industriel pour le remettre en état de vol. Si l'industriel répond dans l'heure, dans les 2 heures, eh bien, c'est une mission qui peut repartir. S'il ne répond pas, eh bien, on va avoir une indisponibilité. D'accord. Et ce sont des choses qui arrivent souvent? Ce sont des choses qui arrivent. Alors, je vois le major général de l'armée de terre qui semble dire trop souvent. Ce sont des choses qui peuvent arriver avec nos systèmes complexes. Oui, mais dans le cadre des opérations extérieures, ça ne doit pas être simple. Non, dans le cadre des opérations extérieures, on est amené à faire des choses éventuellement en se passant des industriels à très court terme, jamais à moyen long terme. Donc nous avons besoin des industriels. C'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que nos industriels sont là. Et je voudrais avoir un petit mot d'optimisme peut-être par rapport à ce qui a pu être dit avant. On l'a constaté dans le cadre de la crise Covid, quand nous avons eu besoin des industriels, alors même pour continuer les opérations extérieures ou les évacuations des blessés ou des malades, eh bien les industriels français ont répondu présent. Et je pense que c'est important de le signaler. Maintenant, il ne faut pas se contenter de ce satisfecit, bien évidemment. Et donc il faut travailler avec les industriels. Le travail que nous avons mis en place à la direction de la maintenance aéronautique depuis 4 ans, c'est de faire des partenariats de long terme avec les industriels pour avoir des industriels présents quand on en a besoin et des industriels engagés à nous fournir des résultats performants. Et je pense que c'est très important d'avoir des gens qui soient toujours présents. Nous avons une particularité dans les armées françaises, c'est d'avoir des aéronefs parfois assez anciens, des aéronefs que nous sommes parfois dans les dernières nations à utiliser. Et il est important d'avoir toujours une industrie qui répond présent dans ce cas-là. Vous parlez du Mirage ou non, pas seulement? Je peux parler des Gazelles, des KC-135. Les KC-135, je peux vous en faire une liste assez longue. Finalement, les Mirages peuvent être assez jeunes par rapport à certains aéronefs. Oui, j'ai même volé sur un 707 ravitailleur en vol au Tchad en 2014. Et c'était un des derniers 707 encore en circulation dans le monde. Formidable. Alors, non, mais pour redonner quelques chiffres peut-être, parce que mine de rien, j'ai quand même préparé même s'il m'arrive des bêtises, mon colonel, et je vous prie de m'en excuser. Il faut savoir que pour un avion Rafale, la fabrication d'un avion Rafale fait appel à plus de 500 PME. C'est impressionnant quand même. Donc effectivement, ça doit être compliqué d'établir ce lien et de faire en sorte
qu'un avion soit rapidement dépanné, entre guillemets. Alors, c'est impressionnant, mais c'est très intéressant de le rappeler parce que, en plus, l'essentiel de ces PME sont en France. Et nous assure une réactivité d'autant plus importante que les industriels qui doivent intervenir sont des industriels qui sont soit en France, soit dans notre environnement proche. Si l'on veut parler de plus haute intensité, se posera la question de savoir comment monter en puissance et puis surtout comment rester. Et pour ça, il y a une problématique à traiter qui est la problématique des stocks. Ça a été un petit peu évoqué avant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut un peu plus de stocks que ce que nous avons aujourd'hui? Probablement, mais il ne faut pas non plus s'épuiser à constituer des gros stocks qui vont nous coûter cher, qu'il faudra ensuite gérer et qu'il faudra à la fin démanteler si on ne s'en est pas servi. Donc oui, il faut des stocks, mais il faut aussi des capacités à produire, et des capacités à produire rapidement avec des industriels réactifs. Et pour ça, il ne faut pas dépendre d'approvisionnement, je dirais, lointain. Puisque l'on voit bien que dans le cadre des crises, tout ce qui est approvisionnement internationaux en dehors de notre continent devient problématique. Donc là, il y a une réflexion à mener. Je pense que nous avons à la mener à la fois au niveau français et aussi au niveau européen, parce que tout n'est pas à notre portée. Général Christian Justin de Noray. Alors, comment parler après l'ingénieur général Legrand-Laroche qui a finalement déjà tout dit? Alors, je vais me permettre de renforcer un point puis de mettre un bémol sur le second. Le premier, c'est on considère que la guerre de sécession a été la première guerre du monde industrialisé. Elle n'a pas été gagnée par le parti qui avait l'armée la mieux formée. Elle a été gagnée par les États qui étaient les plus industrialisés. Et qui étaient aptes à fabriquer un certain nombre de canons. Exactement. Et depuis, on constate que finalement, aucune guerre n'a échappé à cette règle. La Première et la Deuxième Guerre mondiale, nous avons pu nous reposer à un moment donné sur les puissances de production occidentales et notamment américaines. On peut vraiment penser que la guerre froide a été gagnée grâce à l'effort de la guerre des étoiles des États-Unis qui ont finalement détruit l'Union soviétique. Et donc je partage tout à fait l'idée de l'ingénieur Legrand-Laroche comme quoi on ne peut pas ne pas convier à nos réflexions le sujet de l'industrie. En revanche, je pense que le sujet est relativement compliqué aujourd'hui parce que nous vivons dans une économie mondialisée. Pendant des dizaines d'années, la pensée libérale a pensé, et ce n'était pas sans logique, que chaque pays devait se consacrer au domaine dans lequel il était le plus performant, que ça allait créer des dépendances et que de cette interdépendance allait naître la paix. Parce qu'on ne fait pas la guerre à quelqu'un dont on dépend. Ce raisonnement, j'allais dire, a toute sa logique, mais on constate que finalement, notamment là depuis 2014, la Russie a créé les conditions de son autonomie dans quand même beaucoup de domaines. Mais pour nous, nous constatons aujourd'hui, et quelquefois dans des domaines assez criants, que nous n'avons pas aujourd'hui les conditions de notre indépendance. Donc je partage tout à fait ce qu'a dit... Par exemple, en matière d'approvisionnement, sur quoi Commençons par l'énergie. L'industrie, finalement, c'est que de l'énergie transformée, pour reciter un économiste. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que nous sommes face à des interrogations sur nos sources d'énergie. On se rend bien compte, finalement, depuis des années, nous avons sans doute... je vais dire un peu rapidement, laisser tomber nos domaines d'excellence énergétique. Et de fait, nous sommes rentrés en complète dépendance. Vous voulez parler du nucléaire ? Par exemple, oui. Et nous sommes rentrés en complète dépendance vis-à-vis d'un certain nombre de pays, dont la Russie, sur ce domaine-là. Alors, si nous devions rentrer dans un conflit de haute intensité... on a déjà sorti cette citation. Clausewitz disait la victoire appartient à celui qui tient le dernier quart d'heure. Mais moi, ce qui aujourd'hui me préoccupe, c'est le premier quart d'heure. Entrer en guerre, c'est un peu comme plonger dans de l'eau glacée par un petit matin d'hiver. Il faut d'abord encaisser le choc thermique. Une fois qu'on a encaissé le choc thermique, si on n'est pas mort d'hydrocution, alors on nage vigoureusement et pour peu qu'on arrive un peu à s'alimenter, on va pouvoir nager très très loin. Mais il faut tenir ce premier quart d'heure.
Et pour nous, ça veut dire qu'il faut avoir les fameux stocks qui nous permettront de tenir le temps que l'industrie soit mobilisée pour produire ce dont nous avons besoin. Et de la même manière qu'on peut se préparer à rentrer dans de l'eau glacée, il faut se préparer à mobiliser l'industrie pour pouvoir tenir ces premiers temps qui nous permettront ensuite de durer. Oui, sauf qu'on n'est plus un pays industriel. L'industrie, c'était 20% du PIB, je crois, il y a encore 20 ans. Aujourd'hui, c'est plus que 11 ou 12%. On est loin derrière l'Allemagne et l'Italie, d'ailleurs. Alors, c'est certain. Et on a du mal dans ces industries qui restent à embaucher. On parlait de chaudronniers tout à l'heure, des soudeurs. Oui. On manque de gens qui ont été formés et on manque de candidats. Alors, c'est certain. Néanmoins, on a un pays qui est moins industrialisé, nettement moins qu'il l'était il y a quelques années, mais on a un pays qui possède encore de très belles industries de défense. Je pense qu'on est le seul pays européen qui produit finalement dans... C'est 4000 entreprises en tout, non? Dans quasiment tout le spectre. Alors je serais absolument incapable de vous le dire. 4000. Et vous citiez à juste titre la question des compétences, on pourra reparler des flux et des stocks, mais la question des compétences reste un point central. Et là, je ne peux par exemple que donner l'exemple de ce qui est en train de créer l'armée de terre avec l'école militaire technique là, qui se crée à Bourges. On prend des jeunes au niveau de la première, on les amène à un BTS et ensuite ils rentreront... ils entameront un cursus de sous-officier. Ce processus-là a déjà été mis en œuvre depuis quelques années dans la maintenance aéronautique. Depuis l'année dernière, nous le mettons en œuvre dans le domaine de la maintenance terrestre et nous allons l'étendre progressivement à tout un tas de métiers. Et vous avez des candidats? Oui. Alors, j'allais dire assez curieusement ou non, je pense que c'est assez logiquement, il y a à peu près 10 fois plus de dossiers que de personnel. Alors que ces jeunes vont vivre dans une situation, ils vont être pensionnaires, ne rentreront pas toutes les semaines, loin s'en faut, rentrent à peu près une fois par mois chez eux. Voilà, ils vivent dans des conditions qui sont finalement difficiles, mais je pense que cette formation a pour eux du sens. Et tout à l'heure, le major général traitait du sujet des forces morales. Et en fait, on se rend compte que, mine de rien, nous avons une très belle jeunesse pour peu qu'on lui donne du sens et pour peu qu'on soit exigeant avec elle. Colonel Étienne Gourdin, vous êtes adjoint au directeur du service interarmé des munitions. Alors, on parlait de la bataille du premier quart d'heure. Alors, je ne sais pas si c'est une fake news ou pas, mais c'est vrai qu'on dit couramment que la France, si elle partait en guerre, avait un stock de munitions qui lui permettrait de tenir 8 jours. Alors, je ne sais pas ce que ça recouvre, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais que pouvez-vous dire à ce sujet? Alors, le service interarmé des munitions est un service de soutien. C'est-à-dire que son rôle, c'est de stocker, d'entretenir, de gérer, de maintenir le stock de munitions qui est acheté par les armées pour qu'au moment où on le met à la disposition, les munitions soient performantes et répondent aux besoins. Ce n'est pas au service interarmé des munitions de dimensionner ce stock. C'est à l'état-major des armées, aux armées, dans le but de produire un effet militaire dans des opérations combinées, etc. Donc je dirais la notion du stock échappe un petit peu. Mais vous connaissez le niveau du stock. Son dimensionnement. On connaît le niveau du stock. Aujourd'hui, ce stock, il nous permet finalement de répondre aux opérations et au cadre d'engagement qui était celui que l'on a connu ces 30 dernières années. Donc on en a un petit peu parlé. Qui étaient certainement des opérations souvent asymétriques, plutôt de faible intensité, etc. etc. Et donc, en fait, on a construit un modèle de soutien. Je pense que c'est vrai pour les services de soutien de milieu, mais c'est vrai aussi pour les munitions, qui finalement répond à ce besoin. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'il faudrait consolider dans ce modèle pour qu'il soit capable finalement de répondre à un engagement de haute intensité, puisque ça a été dit, finalement, aujourd'hui, les services de soutien, et c'est vrai pour le service interarmé des munitions, évoluent dans un écosystème où des partenariats se sont développés et où une partie finalement de la performance du soutien
est porté par des acteurs privés, par les industriels. Alors, il ne s'agit pas, comme ça a été très bien dit par la directrice de la DMA, de remettre en cause finalement ce partage de responsabilités. En revanche, encore une fois, il s'agit de voir si oui ou non ça crée des dépendances. Ces dépendances, est-ce qu'elles sont, dans la perspective d'un conflit de haute intensité, bien sécurisées? Comment est-ce qu'on pourrait mieux les sécuriser? Et à mon avis, une des pistes, c'est peut-être au contraire, sur certains aspects, de peut-être aller encore plus loin dans ce partenariat, c'est-à-dire d'intégrer des clauses qui aujourd'hui peut-être n'existent pas dans les marchés, des clauses de résilience, où finalement l'industriel s'engage aussi à participer à cette résilience. Peut-être qu'il faudrait également davantage associer ces acteurs privés aux exercices que nous on réalise pour justement voir si les dépendances qui existent se transforment ou pas en vulnérabilité. Et c'est là qu'il y aurait, à mon avis, un danger. Résilience, parce qu'on emploie ce mot sans arrêt, c'est oui, pour dire effort ou souffrance Non, pour moi, la résilience, c'est la capacité pour un service de soutien de continuer sa mission, de continuer à soutenir, malgré, si vous voulez, des crises systémiques, traumatiques, qui pourraient dégrader l'environnement. Voilà, c'est ça la résilience. En tout cas, vu d'un service de soutien. Contre-amiral Lionel Bourru, on va parler un peu de la marine quand même. Vous êtes adjoint au directeur du service de soutien de la flotte. Comment vous vivez cette problématique dans la marine? Oui, bon, alors le maintien en condition opérationnelle d'un milieu naval, enfin, il se caractérise en fait par trois choses. Effectivement, d'abord, il n'y a pas d'effet de parc, parce qu'on a quelques bâtiments, ça ne dépasse pas 8 dans les séries. Donc automatiquement, quand un bâtiment est cassé, il faut le réparer. On a peu de marge pour effectivement ne pas le réparer. Mais un bâtiment, en bâtiment, il est en mer, quoi. Il est en général, c'est quoi, les 3/4 du temps, ou enfin, il est en révision, quoi. Ça dépend. Ça dépend du type de bâtiment, suivant le nombre d'équipages. En fait, quand il y a un équipage, on est plutôt vers les 100 jours de mer dans l'année, à peu près, et un peu plus de 120 jours d'absence du port base, parce qu'on compte souvent quand il est là. Et puis, sinon, ça peut monter jusqu'à 160, 170 jours lorsque le bâtiment est à 2 équipages. Voilà, donc c'est plutôt l'équipage finalement alors c'est vrai que dans les bâtiments anciens étaient conçus pourtant pour faire moins de jours de mer. Les bateaux plus récents font effectivement une disponibilité plus importante et permettent de faire plus de jours de mer que les bateaux anciens. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, le parc est assez disparate, puisqu'on a des demandages, mais ça, je pense que c'est pas caractéristique du milieu naval, mais c'est aussi une caractéristique quand même, puisque les vieux bateaux ont 40 ans et les neufs sortent actuellement. Et puis enfin aussi, ce sont des gros objets, et donc ils ont besoin, lorsqu'on fait un entretien approfondi, d'infrastructures très lourdes. Donc c'est les bassins, les grues, ça ne se trouve pas partout, ou voire même des infrastructures nucléaires quand c'est des bâtiments nucléaires, qui sont effectivement des infrastructures très lourdes, et on en a besoin pour faire le maintien en condition opérationnelle de niveau industriel. Alors, le modèle pour le naval, ça se repose un peu sur 3 choses. Il y a d'abord l'équipage qui va participer au maintien en condition opérationnelle. C'est lui qui fait bien sûr l'entretien courant. C'est quelque chose de vital pour nous, puisque quand le bateau est en mer, si l'équipage n'arrive plus à le réparer, il faut arrêter la mission. Il faut le ramener dans un point d'appui ou au port-base pour pouvoir le réparer. Donc effectivement, c'est très handicapant pour la mission. Donc on a d'abord besoin d'un équipage performant et qui peut entretenir son bateau, entretenir et faire du correctif quand il arrive des avaries. Deuxième chose, effectivement, on a aussi un peu d'ateliers étatiques, donc pour l'industrie un peu intermédiaire, on a des ateliers étatiques, donc au sein des bases navales, que ce soit en métropole ou outre-mer, qui permettent effectivement de faire de l'entretien de niveau un peu supérieur à ce que fait l'équipage, ou d'aider l'équipage à faire son travail, mais depuis la terre. Et puis bien sûr, après, le modèle, effectivement, s'appuie surtout sur les industriels, pour tout le maintien en condition opérationnelle, de niveau industriel, et qui est quand même très important, qui prend quand même une grosse partie du maintien en condition opérationnelle. Est-ce que la guerre en Ukraine a changé les choses, vous a poussé à vous réorganiser, à monter en puissance? Oui, alors je vais y venir un petit peu. Il faut voir ce modèle, il fonctionne bien. Il fonctionne bien parce que quand on compare la disponibilité technique des bâtiments aujourd'hui de la marine par rapport à des marines comparables en Europe ou ailleurs, c'est tout à fait satisfaisant. Donc on n'a vraiment pas à rougir dans notre maintien en condition opérationnelle navale. Mais on a vu quand même qu'avec ne serait-ce que la crise Covid, le modèle était quand même assez fragile.
on s'est aperçu que, par exemple, outre-mer, dans tout le territoire, on n'a pas des bassins partout. À Nouméa, par exemple, il faut entretenir les bateaux, on doit les envoyer à l'étranger, en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Et du jour au lendemain, alors qu'on avait nos bateaux envoyés, tout s'est arrêté. On a dit, nous, on ne vous reçoit plus. Partez, on ne veut plus vous voir. On ne veut pas de personnel français là. Donc, il a fallu réagir, effectivement. Bon, ça n'a pas duré trop longtemps, on a su adapté. Mais on a su s'adapter, mais ça n'a quand même pas été si simple. On s'est aperçu effectivement que pour envoyer les rechanges un peu partout dans le monde, parce que les bateaux sont loin, et soudain, il n'y avait plus de liaison aérienne facile. Et alors on a quelques liaisons bien sûr militaires, mais enfin ils ne vont pas partout, et puis ils sont ils sont aussi limités par leurs moyens. Surtout que nous, on envoie souvent des petites pièces, pas grand-chose finalement, mais au bout du monde, et rapidement. Ce n'est pas une logique de flux, c'est logistique où on a besoin d'envoyer beaucoup de monde. Donc tout ça, effectivement, ça a été un peu difficile. Et bon, là aussi, on s'est adapté, mais il y a eu quelques difficultés. Et donc, effectivement, on voit bien qu'il faut qu'on améliore un peu les choses. Et pour ça, on a effectivement besoin des industriels. Alors, déjà pour l'équipage. Pour l'équipage, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un peu comme, vous savez qu'aujourd'hui, quand on répare notre voiture, ça devient de plus en plus difficile de le faire soi-même. Parce que les systèmes sont très automatisés, informatisés. Maintenant, si on n'a pas la valise du concessionnaire pour tester le moteur, on ne peut pas savoir. On ne peut pas arriver à trouver la panne. Bon, donc là, effectivement, on voit bien que si on veut que les équipages soient plus résilients et arrivent mieux à réparer leur matériel, il faut que, en liaison avec les industriels, effectivement, qu'on arrive à pouvoir entrer un peu dans les machines. Ils peuvent nous aider aussi, parce que grâce aux moyens numériques, puisqu'il y a les télémaintenances, il y a pas mal de choses qui peuvent nous aider. Nous sommes en ligne avec Emmanuel Vieillard, qui est CEO de l'Easy Group, président du comité Liaison Défense. Vous nous entendez ? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Alors sur cette question du maintien en condition opérationnelle des armées et de la nécessité d'une montée en puissance, que pouvez-vous nous dire ? Alors, aujourd'hui, le constat, je parlerai peut-être que vous pourriez présenter le groupe en quelques mots. Pardon, l'Easy Group, c'est quoi ? Oui, le groupe L'Easy est un groupe qui est actif dans le domaine aéronautique, dans le domaine automobile, dans le domaine médical. On fournit les composants primaires pour les applications de défense, mais à titre purement subsidiaire. Donc on a une activité qui est duale avec une activité militaire qui est très réduite par rapport à l'activité commerciale et civile. Néanmoins, on est un acteur important dans les fournitures de composants primaires utilisés dans l'assemblage. Donc le groupe L'Easy, c'est un groupe industriel français, vous l'avez dit qu'il y en avait peu, mais il en reste encore quelques-uns. Aujourd'hui, c'est 10 000 personnes et on est actif dans une quinzaine de pays, y compris aux États-Unis, où là aussi on est impliqué sur des sujets du même ordre. Bon, néanmoins, ce soir, si on se réfère au thème, ce sont les industriels. Donc, je parlerai au nom de la supply chain. La supply chain de la base industrielle et des technologies et de défense, c'est une base industrielle très complexe, très longue. C'est plus de 4000 entreprises. Vous avez cité le nombre tout à l'heure. C'est peut-être davantage si on considère que derrière, il y a des logisticiens, il y a des sociétés de services. Et c'est plus de 160 000 personnes, je crois. Absolument. Donc, c'est beaucoup de monde. Et aujourd'hui, on n'est pas préparé, je parle de l'ensemble de la supply chain, pas les industriels de la défense pure, on n'est pas préparé à une situation d'économie de guerre ou de haute intensité. Et c'est pour ça qu'il faut augmenter absolument l'intensité du lien, anticiper les hausses, s'y préparer. Tout à l'heure, il a été fait mention de l'anticipation d'un sujet de crise. Aujourd'hui, le scénario de haute intensité, il n'a pas été soumis à l'ensemble de la supply chain. Et il y a une idée qui est intéressante, qui était l'idée de la réserve industrielle, qui nous permettrait d'être mieux préparés, de mieux anticiper ces sujets. Et le MEDEF a la caractéristique de pouvoir contribuer pleinement à cette idée voilà, à travers l'ensemble de la représentation des dizaines de milliers d'entreprises que le MEDEF représente, pouvoir passer les bons messages et puis également aider à cette préparation. Et aujourd'hui, je pense que voilà, c'est le bon moment de le faire. Le sujet est sensible. On voit que
les sujets européens ont quelques difficultés à se mettre en place. Donc, la base industrielle française, et pas seulement cette base industrielle, c'est l'ensemble de la supply chain, tout à fait prête à relever le défi, et en tout cas à s'y intéresser, parce que je crois que les chefs d'entreprise sont très très bienveillants à l'égard des forces armées, à l'égard de la défense du pays, à sujet de souveraineté. Tout ça, ce sont des sujets qui nous parlent. J'en veux pour preuve les sujets des réservistes qui sont accueillis par les entreprises. Vous avez cité le chiffre tout à l'heure. Si on double le nombre de réservistes, là, on ne pourrait pas faire sans les entreprises. Les entreprises accueilleront également avec beaucoup de bienveillance l'ensemble des réservistes, comme on le fait pour les militaires en fin de carrière. Vous l'avez dit, c'est 15 000 personnes par an uniquement dans l'armée de terre. Donc là aussi, c'est un effort qui est porté par les entreprises aujourd'hui. Sur le sujet de la réinsertion des blessés, vous avez vu les événements qui sont portés par le MEDEF, et c'est formidable. Donc ce sujet-là fonctionne très bien parce que justement il y a un accueil de la part de l'ensemble des entreprises qui est tout à fait bienveillant. Et que signifie pour vous l'hypothèse de passer à une économie de guerre? Parce que comme on l'a vu avec cette guerre en Ukraine, il y a le risque d'un retour à une guerre classique. Et s'il fallait mettre en place une économie de guerre, comme on le dit, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que vous vous y préparez? Est-ce que c'est un scénario auquel vous vous préparez? Je vais vous citer un exemple. Pour commander la matière première qui va me servir à fabriquer les aubes du moteur du Rafale, il faut que j'aille placer des ordres de commande plus d'1 an et demi en avance du besoin. Donc vous pensez bien que en amont de cette commande, il faut que moi-même j'ai des commandes pour permettre de pouvoir porter ce stock qui est très très lourd financièrement. Et donc cette année et demie, on peut l'anticiper si derrière on a un scénario en disant voilà, la MCO du Rafale, ça va nécessiter tel besoin dans les 12 mois, dans les 18 mois, dans les 24 mois qui viennent. Et là on peut s'y préparer et on peut assurer la montée en puissance. Mais si on se réveille avec un délai extrêmement court, on va attendre le délai d'approvisionnement d'un fournisseur qui est parfois assez éloigné de nos bases. Donc, vous voyez, il y a toute cette composante de supply chain qu'il faut prendre en compte et qui rend le système avec une inertie et un effet d'hystérésis qui est très très long. Merci. Merci, vous restez avec nous, bien entendu. Walter Arnaud, vous êtes ingénieur en chef, vous êtes sous-directeur au sein du service des affaires industrielles et de l'intelligence économique de la Direction générale pour l'armement. Alors, on parlait évidemment de pièces de moteur ou de carrosserie, enfin bon. Mais j'imagine d'ailleurs, pour revenir au Rafale, c'est vrai que le Rafale d'aujourd'hui et celui d'il y a 30 ans, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup d'électronique embarquée, beaucoup plus d'électronique embarquée. Est-ce que ça pose un problème, ça aussi, d'entretien et de logistique ? Alors, je vais répondre sur le Rafale, mais je vais quand même dire qu'effectivement, je vais reprendre ce qui a été dit au début. Très longtemps, la BITD s'est beaucoup investie sur les programmes, sur l'innovation et sur l'avenir. Et on a beaucoup, peut-être trop négligé la partie MCO, alors qu'effectivement, déjà à l'époque, le MCO, c'était le soutien en utilisation des matériels. Donc, c'était déjà un peu une préfiguration d'un scénario de combat, alors peut-être moyenne intensité, mais probablement que la marche aurait peut-être été moins haute aujourd'hui sur la haute intensité si sur le MCO on avait été peut-être plus vigilant. MCO, c'est maintien en conditions opérationnelles. Et BITD, rappelez-moi ce que c'est. Et la BITD, c'est la base industrielle et technologique de défense. Alors certains rajoutent un E pour la partie européenne, qui est encore effectivement, comme l'a dit Arnaud Dangean, embryonnaire et puis pas forcément totalement partagée dans son acception. Effectivement, il y a des choses qui changent. Et le problème, c'est ce qui a été rappelé par par l'intervenant précédent, c'est qu'il y a un effet hystérésis. Et c'est tout le sujet et toute la difficulté. Alors, c'est quoi l'effet hystérésis ? C'est-à-dire que quand vous prenez une décision, en clair, pour que ça se matérialise, c'est 1 an plus tard. C'est-à-dire que vous avez besoin d'eau pour le Rafale, parce que c'est l'exemple qu'il a pris, mais ça veut dire qu'il faut prendre du titane. Aujourd'hui, le titane, essentiellement, il est fabriqué en Russie, en Ukraine, ce qui, je ne vous cache pas, nous simplifie pas la vie. Il y a 2 sources alternatives qui sont, pour l'éponge de titane, le Japon et l'Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite n'est pas qualifiée. Et si on prend le cas du Japon, 80% de la production annuelle japonaise vient d'être achetée par nos alliés américains. Donc tout ça pour vous montrer. L'Arabie Saoudite n'est pas qualifiée, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que l'éponge de titane qui est fabriquée en Arabie Saoudite n'a pas le standard de qualité suffisante pour l'aéronautique. Donc tout ça pour vous dire qu'on est quand même aussi
prisonniers de contingences extérieures qu'on ne maîtrise pas totalement. Donc, on parlait de BITD, de souveraineté, et ça a été rappelé par le général d'Honoré et l'IGA de Le Grand-Laroche. La France a toujours fait un effort substantiel pour garantir sa souveraineté. Pour autant, on ne peut pas avoir une souveraineté à 100%. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de titane, nous n'avons pas de terres rares. Quand bien même il y en aurait dans l'état actuel des choses, il n'est absolument pas certain que l'opinion publique serait satisfaite de voir des mines à ciel ouvert polluantes pour les extraire. Donc voilà, une fois qu'on a sorti des grands mots, dans la réalité, c'est pas aussi simple que ça à faire. Et sur l'aspect électronique, alors, là aussi, c'est un sujet sur lequel l'Europe s'est beaucoup interrogée. Récemment, elle a mis en place d'ailleurs, malheureusement ou heureusement, sous l'égide d'Intel, ce qui montrera que ça fonctionnera, mais hélas, sous l'égide d'un industriel américain, une filière semi-conducteur en Europe. C'est clair que la France, d'ailleurs, sur ce sujet, a été extrêmement promoteur parce qu'on a besoin de composants électroniques. D'ailleurs, aujourd'hui, si on veille un peu, par exemple, la BITD russe, ce qu'on pourrait faire un peu plus, ce qui limite leur production d'armement, c'est la capacité à fournir des composants électroniques. Donc il ne faudrait pas que nous-mêmes, nous retrouvions dans la même situation où nous aurions pratiquement tout ce qu'il faut pour équiper des véhicules, ou des navires, ou des avions, et être bloqués par quelques chipsets qui, effectivement, ensuite, nous empêchent de mettre l'électronique embarquée. Et c'est un sujet, en plus, sur lequel, clairement, notre souveraineté est limitée, parce que nous avons des concurrents en Asie. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Taïwan inquiète à ce point nos amis américains et, en même temps, nos concurrents chinois. Et puis, l'essentiel des grands électroniciens sont quand même américains. Et dans ce domaine, voilà, on est alliés. Mais Arnaud Danjean, qui est un spécialiste de l'IE, le rappellerait, il y a les alliés, il y a les concurrents économiques, et puis un peu plus loin, après, il y a les amis. Et en fait, pour les pays, on a les alliés, ensuite on a les concurrents, et en gros, ça s'arrête là. Voilà. Vous voulez réagir peut-être, en général ? Oui, on a parlé de mobiliser l'industrie, vous avez parlé d'économie de guerre. En fait, on vit une drôle de paix. J'ose pas dire une drôle de guerre, parce qu'on est en guerre contre personne. Enfin, sauf peut-être contre le virus, parce qu'à mon avis, on n'a pas signé encore le traité de paix. Mais on est en guerre contre personne. Et ce qui manque, clairement, c'est le T0, le moment où on dit « nous basculons en économie de guerre ». Et à partir de ce moment-là, on peut prendre un certain nombre de mesures. Parce que ne nous faisons pas d'illusions. Enfin, je pense que les industriels sont les premiers à le savoir. Dans, j'allais dire, la course qui nous mène pour monter vers la haute intensité, nous courons avec des semelles de plomb par rapport à d'autres pays. Des semelles de plomb qui sont... Mais quels autres pays, par exemple ? Quasiment tous les autres pays, sauf peut-être les pays européens, puisque nous sommes ceux, et encore, oui, même y compris en Europe, puisque nous sommes ceux qui vivons avec les normes les plus exigeantes. Et vous disiez, par rapport aux autres pays européens, je prends l'exemple, je m'occupe tant des boussoles Silva, les petites boussoles que tout le monde doit connaître, là. Aujourd'hui, on me dit, ces boussoles, puisque la France n'a pas retranscrit dans son droit la directive sur le petit nucléide diffus qui permet des exceptions, on me dit il faut les retraiter dans une chaîne ad hoc. Ou les importer ? Non, celle que j'ai. Il faudrait que pour m'en débarrasser, c'est plusieurs millions d'euros pour m'en débarrasser. Là où la personne comme vous et moi, à titre privé, la jetterait à la poubelle. Donc Alors, je cite cette norme-là, mes râteliers FAMAS, parce qu'ils ont abrité des FAMAS, ces râteliers en bois qui contenaient du tritium pour le système de visée, donc ils sont très légèrement tritiés. Je dois stocker tous ces râteliers en vue de pouvoir un jour les détruire. Bon, il y a peut-être un jour, alors qu'il y a moins de danger que de passer sur du granit breton ou sur la place Saint-Marc à Rouen, où la radioactivité est beaucoup plus forte. Bon, j'ai sorti cet exemple-là, mais on voit bien, et c'est le cas d'ailleurs des centrales à charbon, on voit bien que quand la nation court un danger, et là aujourd'hui c'est celui de ne pas avoir d'énergie, on accepte de recourir à des mesures qu'on considère comme étant moins archaïques, moins graves. Et là aujourd'hui la France fait le choix de redémarrer une centrale à charbon, alors qu'on s'était bien juré qu'on allait toutes les fermer, pour pouvoir produire de l'énergie, parce qu'on se dit ne pas avoir d'énergie l'hiver prochain serait un grave danger. Je pense que dans le cadre de toute notre industrie, il faut qu'on réfléchisse aux normes, à celles qui sont strictement indispensables et à celles qui sont aujourd'hui complètement inutiles. Et il y en a plein qui sont complètement inutiles. Alors, quoi, dit-on dans la salle, madame? Merci de cette question. Alors, je vais vous citer un exemple. Aujourd'hui, dans les forces armées, tout le monde bénéficie d'une aptitude à faire combat qui est, ma foi, assez exigeante.
Et pourtant, on exige que dans l'intégralité de nos bâtiments, même ceux qui sont destinés à accueillir de la troupe, toutes les normes handicapées soient respectées. Et finalement, les normes handicapées, parce qu'on peut toujours se dire, et j'arrive à le comprendre, qu'un père, une mère va venir visiter son fils qui est dans le bâtiment. Mais les normes handicapées, elles sont très différentes, elles peuvent être très différentes suivant les cas. On se préoccupe aujourd'hui d'un certain nombre de sujets, mais il y a plein de handicaps. Je pense que le meilleur, quand on a une personne handicapée, c'est d'adapter son infrastructure à la personne en question. Bon, mais aujourd'hui, il n'y a jamais de ce réflexion de ce type-là. Aujourd'hui, tous les nouveaux bâtiments de la Défense sont aux normes handicapées. Vous avez des ascenseurs qui sont mis en place dans tous ces bâtiments. Moi, je m'occupe de la maintenance. Donc, dans tous mes équipements techniques, dans toutes mes infrastructures techniques, on vient mettre des ascenseurs. Bon, l'argent qu'on dépense là est de l'argent qu'on ferait bien mieux de dépenser ailleurs. En fait, on a une très grande difficulté à déroger aux normes. Voilà. Et je voulais aborder, alors là j'ai été très pessimiste, donc je voudrais être beaucoup plus optimiste, puisque tout à l'heure votre intervenant expliquait que finalement Emmanuel Vieillard. On mobilise l'industrie assez peu, mobilisée par, et la supply chain notamment par nos actions aujourd'hui. Je voudrais citer juste deux petits sujets. Au sein de la CIMT, on a mis un CO chargé d'intégrer les industriels du domaine terrestre. La CIMT, c'est la structure intégrée du maintien en conditions opérationnelles des matériels terrestres. Et ce CO est chargé il y a déjà un certain nombre d'industriels qui sont au sein de ce CO de manière permanente et qui sont chargés d'irriguer leurs sous-traitants. Et l'armée de terre va mener un exercice extrêmement ambitieux en 2023 qu'on appelle l'exercice Orion, qui est un exercice qui va nous préparer à la haute intensité. Dans ce cadre-là, nous allons avec un certain nombre d'industriels, exécuter un certain nombre de vignettes pour préparer le passage des industriels à cette mobilisation. Emmanuel Vieillard, une question. Les industriels sont-ils prêts à augmenter leur cadence? Est-ce que vous avez, vous aussi, affaire aux normes? Les industriels sont prêts à augmenter les cadences. On le fait régulièrement pour des programmes civils. Aujourd'hui, dans tous nos programmes militaires, on est habitué plutôt à les réduire. Mais si demain, il faut repartir vers l'avant, bien entendu, on sera tout à fait prêt à le faire. Maintenant, encore une fois, il nous faut la préparation, il nous faut également de l'anticipation. Et puis ensuite, on lancera ces augmentations de capacité, ce qu'on peut appeler des ramp-up. Lorsque on met au point, par exemple, un nouveau programme, on a une phase de montée en puissance. Donc oui, on est capable de le faire pour le domaine commercial, donc on est capable de le faire pour le modèle civil, pour le modèle militaire, pardon. Donc ce modèle militaire, simplement, il faut qu'il rentre dans une supply chain qui soit bien anticipée et qui prenne tous les maillons de la chaîne. Voilà, et c'est là où on a un peu plus de difficultés. Colonel. Oui, pour témoigner aussi sur l'importance de la pression normative dont il faudrait, dès l'instant où on basculerait dans une économie de guerre, pouvoir un petit peu se dégager. Donc le CIMUC a cette vocation de stockage des munitions. Si demain il fallait ouvrir un dépôt supplémentaire parce qu'on remonte en puissance et que les stocks augmentent, aujourd'hui la pression environnementale, la protection des espèces protégées, puisque les dépôts sont très souvent implantés dans des zones Natura 2000, etc., font considérablement augmenter les délais de construction d'un dépôt, tout ce travail et ce cheminement administratif. Donc ça, c'est un autre exemple de pression normative qui aujourd'hui serait susceptible de contrarier une montée en puissance capacitaire en termes de stockage de munitions, en tout cas. Très bien, on va conclure. Qui veut prendre la parole ou intervenir encore sur ce sujet? Je voudrais ajouter quelques mots, dire que justement, on a lancé une réflexion avec les industriels et pour qu'ils mobilisent, avec les industriels les premiers de rang 1, mais pour qu'ils mobilisent toute leur supply chain, pour justement définir quelles sont les conditions et au plus juste, c'est-à-dire au plus juste au sens en n'engageant pas des dépenses que l'État ne serait pas capable de supporter, quelles sont les conditions, qu'est-ce qu'il faut mettre en place
pour anticiper et être capable d'avoir ce qu'il faudrait le jour où il y aurait un conflit de haute intensité. Donc ce travail est lancé avec les industriels maîtres d'œuvre, et je profite là de l'occasion pour dire que tous les industriels de la supply chain sont invités à participer à cette réflexion pour arriver à définir ce qu'il faudrait faire pour que nous soyons capables de répondre en cas de besoin. Je voulais dire également, si c'est possible, Bernard, oui. Je ne sais pas si c'est possible de dire un oui, petit mot, mais c'est que dans le besoin de la cohésion nationale telle qu'elle a été évoquée tout au long de cette soirée, les entrepreneurs sont présents, les entrepreneurs seront présents pour augmenter leur capacité s'il y en a besoin. Les entrepreneurs, en tout cas, seront volontaires pour assurer cette souveraineté nationale dont le pays a besoin. Merci. Alors, je ne sais pas si je serai le dernier à parler, donc je ne vais pas me prétendre pouvoir conclure. En revanche, je voulais quand même souligner deux choses. Le S2IE ne passe pas de contrat, c'est la direction des opérations là, déjà qui fait les programmes d'armement. Pour autant, à chaque fois qu'on a sollicité les maîtres d'œuvre industriels, les MOI, à chaque fois qu'on a sollicité les PME ou les ETI, on a eu des réponses extrêmement précises sur ce dont ils avaient besoin, ce qu'ils étaient capables de faire, etc. Et il n'y a jamais eu de notion de est-ce qu'on a un contrat, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des clauses NDA, etc. Donc moi, je tenais à le dire, ce soir, la coopération industrielle a toujours été excellente. Et puis la deuxième chose que je tenais à dire, c'est que ce soir, moi j'ai entendu beaucoup de bonnes idées sur la réserve, etc. Je sais que Nicolas Chamussy l'avait évoqué. Donc j'ai pris des notes et donc je relayerai au sein de la Direction générale de l'armement. Merci beaucoup. Voilà, une toute petite conclusion pour dire que nous avons deux gros atouts et une grande faiblesse. Les deux gros atouts, c'est nous avons des équipements extrêmement modernes, extrêmement performants qui nous sont livrés actuellement, dans l'armée de terre, mais c'est aussi vrai dans l'armée de l'air. Enfin, il y a des équipements extrêmement performants. Et donc, nous avons l'industrie de défense qui permet de produire ces équipements. Nous avons une deuxième vraie force, c'est que nous avons eu des armées qui sont accoutumées à combattre avec ces équipements et dans des conditions très dures. Et tous nos équipements sont finalement très rapidement combat-proven, ce qui veut dire que nous connaissons leurs forces et leurs faiblesses et que les équipages les connaissent intimement. Et ça, c'est un vrai temps d'avance. Et je crois qu'on l'a souligné pendant toute cette soirée, notre vraie faiblesse aujourd'hui, c'est le manque d'épaisseur de notre supply chain et la difficulté à tracer nos rechanges, à avoir cette traçabilité du rechange qui nous permet d'être sûr que les rechanges dont nous avons besoin sont bien produits dans des territoires de confiance. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci d'avoir participé à ce colloque. Merci de l'excellence de vos interventions. C'était un rendez-vous Rêve Défense autour des questions de l'armement et du réarmement de la France compte tenu de ce qui se passe en Ukraine. Merci d'avoir été avec nous. À très vite.